Bonjour, bienvenue dans cette présentation d'OpenSCAD, un logiciel de 3D. J'ai déjà fait une vidéo qui utilisait ce logiciel-là. Il s'agit des tours de température qui permettent de calibrer un filament pour son imprimante au niveau de la température. Je vous mets le lien dans un coin si ça vous intéresse, vous pouvez aller le voir. Aujourd'hui, on va voir le logiciel, les bases. Alors, OpenSCAD, c'est quoi? C'est un logiciel de 3D, de modélisation 3D qui est gratuit. C'est une orientation qui est orientée conception, c'est-à-dire que c'est plus proche d'AutoCAD ou de Fusion 360 que de Blender ou 3D Studio. C'est quelque chose de très pratique pour l'impression de pièces 3D, notamment par le fait qu'il est paramétrable. Hein, c'est un langage, donc forcément on peut créer des constantes, des variables et ça devient paramétrable. Évidemment, Fusion 360 l'est aussi. Ça n'a pas la même utilité. Hein. Là, c'est beaucoup plus simple, on va dire. Et ça va permettre de... Comment dirais-je En fait, si vous allez sur Thingiverse et que vous recherchez des objets à imprimer, quand vous cherchez des paramétrables, c'est presque toujours de l'OpenSCAD, parce que c'est vraiment un tout petit fichier, très simple à utiliser et très puissant. Par contre, évidemment, ça demande un peu plus de dextérité pour le manipuler, puisqu'il faut apprendre un langage. Alors, ça fonctionne comme un langage, oui, mais comment? Ça ressemble au fichier de définition qu'on avait sur les très anciens logiciels, les plus anciens s'en souviendront, de DKBTrace et Pauvret, sur PC ou plus connu sur Amiga d'ailleurs, à l'époque, hein, donc je parle de la fin des années 80, début des années 90, là, hein, voire jusqu'au milieu des années 95, milieu des années 90, ouais, 95. C'est-à-dire c'est un langage qui décrit ce qu'on veut avoir au final. C'est presque de la quatrième génération, c'est-à-dire un petit peu comme du HTML où on décrit ce qu'on veut avoir et non pas comment on le fait. Par contre, ici, il s'agit de programmation procédurale, contrairement à ce qu'on avait dans DKBTrace et Pauvret. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déclarer des variables, des boucles, des conditions, des fonctions, des modules, bref, vraiment un langage de programmation classique. Pas objet quand même. Hein. Alors, dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on va voir? L'environnement, le fichier descriptif, la programmation, c'est la plus grande partie, et éventuellement une petite partie sur l'impression 3D. On ne va pas faire ça en une fois. Ça, ce cours-ci, c'est la première partie. On va voir les primitives de base pour créer des objets de base et comment les combiner entre eux. Et on s'arrêtera là pour cette fois-ci. Donc, premièrement, l'environnement. Installation et édition. OpenSCAD, c'est un logiciel qu'on peut télécharger sur le site web d'openscad.org. C'est un petit fichier, hein, il faisait 19 mégas à l'époque, et l'installation, c'est un installeur, donc on double-clique dessus, et puis on suit les procédures, et on a l'installation. Alors, un petit test, hein, on va vous montrer un petit peu ce que ça donne très rapidement. Donc, OpenSCAD, nouveau. Vous avez une partie affichage 3D, une partie console qui donne des informations sur ce qui se passe, et un éditeur de texte. Donc, cube 10, point virgule. Je vous expliquerai après, hein, là c'est ce qui est marqué qu'il faut faire. Appuyez sur F5 et vous voyez, j'ai un cube. Ça marche. Je ferme ça. Et je vous explique ça un peu plus. Non, pas tout de suite. D'abord, je vais vous parler de l'éditeur externe. L'éditeur qu'on vient de voir, il n'est pas pratique du tout. Là, c'est celui qu'on va utiliser. Hein. Mais il y a possibilité, si vous préférez, et moi c'est ce que je fais généralement, d'utiliser un autre éditeur. Hein. Par exemple, je vais vous faire la démo hein, quand même. Hein. Je lance OpenSCAD. Je vais créer, je vais modifier un nouveau fichier. Allez, soyons fous. Fichier, alors je vais essayer de faire mon cube, hein. J'aurais pas dû le fermer en fait, hein. Cube 10, hop, point virgule. J'enregistre, il me demande où. Je vais le mettre dans ce chemin-là qui est un peu bidon, mais ça vous montrera. Hein. Test. Ouais, bon, non, il veut pas le mettre à cet endroit, mais il a raison. Hein. Il a raison, c'est pas propre. On va le mettre sur c2.anti/travail. Je suis pas sur le bon poste. E2.anti/travail, ça c'est sur mon autre poste que c'est sur le C. On va le mettre dans Ordilers. On va le mettre dans la présentation d'OpenSCAD. Alors, présentation OpenSCAD, est-ce qu'on le voit quelque part là-dedans? OpenSCAD, il est ici. Hop.
test, enregistrer. Je vais prendre un navigateur pour me placer à cet endroit-là. Et je vais l'ouvrir avec autre chose. Par exemple, on va simplement l'ouvrir avec le bloc-notes. Voilà, il est ouvert. Et dans OpenSCAD, je vais aller utiliser le petit bouton, il est déjà coché, recharger et aperçu automatique. Par défaut, vous ne l'aurez pas. Le fait d'avoir ça, ça veut dire que dès que le fichier va être modifié sur le disque dur, automatiquement, lui, il va en prendre compte. Je fais une modification ici, je mets un 20, même si on n'a pas encore vu à quoi ça sert, j'enregistre, et vous voyez derrière, ça s'est mis automatiquement à jour. Donc, vous pouvez très simplement faire ceci, et ne pas afficher l'éditeur, comme ça, vous pouvez travailler. Je vais remettre le 10. Bon, Notepad, on n'y gagne pas grand-chose, mais vous pouvez utiliser un meilleur logiciel que ça, et vous aurez un meilleur rendu. Par exemple, moi je vais l'ouvrir avec VS Code, Visual Studio Code. Hop. Qui a l'avantage d'ailleurs de connaître le format OpenSCAD. Il y a un plugin, une extension qu'on peut installer, là elle est déjà installée, qui me permet d'avoir de la coloration syntaxique ici. Je remets mon 20, et effectivement, c'est en plus grand. Voilà. Alors là, pour la démonstration, on ne va pas utiliser ça, on va utiliser l'élément simple. Alors, vue, je veux afficher le... Alors, où est-ce qu'il est le bouton pour afficher l'éditeur? Édition, annuler, répéter, blablabla, blablabla, conception, recharger, aperçu, rendu, vue, vue. Où il est l'éditeur? Cacher l'éditeur. Voilà, donc je remets l'éditeur et je reviens en grand. Je vais supprimer ce fichier-là. Et on va aller ici puisque c'est la suite. Voilà, c'est rapide, c'était pour le principe. Alors, des fichiers descriptifs. On va décrire des objets sans code pour le moment. Alors comment on fait? Les primitives, elles ont un nom. Cube, sphère, cylindre, et même polyhédron, on verra après. On met le nom simplement, comme on vient de faire avec cube, et on met entre parenthèses des paramètres. Et on termine par un point-virgule. Comme dans un langage procédural assez classique, somme toute. Donc on va en voir quelques-uns. Donc ici, j'ai un début de correctif. Vous voyez, j'en ai plein. Donc la première chose, c'est le cube 10. Il est ici. J'ai ma primitive qui est cube, mon paramètre qui est 10. Je crois que, si je ne me trompe pas, voyons quelques-uns en atelier. Je regarde juste celui d'après. C'est les attributs, transformation. Donc on verra après. Donc le cube... Je vais maintenant faire la chose suivante. J'ai mis cube size égale 20, c'est-à-dire que j'ai nommé le paramètre. Pourquoi nommer? Parce qu'il peut y avoir plusieurs paramètres et on ne sait pas forcément l'ordre, ou on ne se rappelle plus, ou en tout cas c'est plus clair quand on le relit. Je vais vous montrer sur le suivant. Donc là, cube, vous avez compris que le 10 et le 20 c'était la taille, hein, bien entendu. Hop. Ici, j'ai mis cube size égale 10, center égale true. Et vous voyez, mon cube, il est passé hop, de comme ça. Ici, comme ça, c'est-à-dire qu'il est le centre, c'est au centre du cube, le centre des axes, hein, l'origine des axes, et non plus un des coins. Hein. Évidemment, on peut le faire sans ce paramétrage-là, hein, sans les noms. Hein. Hop, voilà. Là, je l'ai fait en plus grand, 20, toujours centré, au milieu. Ok. On peut également donner des coordonnées. Ici, entre crochets, j'ai donné des coordonnées. J'ai donné les coordonnées, j'ai donné 10 pour l'axe X, ici, 5 pour l'axe Y, ici, et 20 pour l'axe Z. Et voilà, ça nous donne un parallélépipède. Hein. On a ici nos 10, nos 5 et nos 20. Si vous ne vous rappelez plus de la syntaxe à un moment donné, c'est très simple, vous faites aide, et vous allez dans aide mémoire. J'ai le tableau de la chaîne YouTube, ça c'est pas bon. Hop. Et vous avez toutes les fonctions et les mots. Et vous pouvez aller voir le détail de la syntaxe. Par exemple, on utilisait cube, donc c'est une syntaxe 3D. Cube, voilà. On avait cube, taille, centre. Ou cube, largeur, profondeur, hauteur, centre. Si on clique dessus, on a le détail avec même des exemples. Voilà. On ne devrait plus en avoir besoin, je vais le fermer. Et on va essayer d'autres primitives. La sphère. Non pas le radius égale 10, ça ne m'intéresse pas. 5, voilà, j'ai une sphère. On peut préciser, alors effectivement, le radius.
Mais 5, 10, ça va être tout petit en radius. Hein. Ouais, vous voyez, là, elle est toute petite. On va plutôt faire une avec le double, c'est-à-dire un diamètre de 20, de 10. Donc voilà, c'est déjà beaucoup plus grand. Tiens, non, ça devrait être le contraire, puisque si j'ai un radius de... Je sais plus à quoi il sert le radius. C'est peut-être plus c'est peut-être pas le rayon. Ça doit être autre chose. Faut regarder dans la doc. Bon, en tout cas, on l'utilise jamais. Ici, sphère de diamètre 10, et on va maintenant faire un cylindre de la même façon. Il y a deux paramètres, la hauteur, ici je fais un cylindre de 20 de haut, et le rayon, et qui s'appelle pas radius, d'ailleurs s'appelle R, de 5. Voilà, j'ai un rayon de 5, qui fait que c'est plus petit que tout à l'heure, hein, vous aviez le disque, elle est là. Hein. Oui. Ah ben non, il s'en sert pas de la même façon. Bon, c'est étonnant, bref. Et la hauteur de 20. Si je mets un rayon 1 et un rayon 2, je vais faire un cône. Éventuellement tronqué. Hein? Et alors je vous ai mis, mais bon c'est juste pour la forme, hein, le polyédron. C'est une forme beaucoup plus complexe. Ici j'ai fait une pyramide. C'est d'ailleurs tiré de l'exemple parce qu'en fait j'utilise jamais le polyédron. C'est plus quand on fait des exports depuis des logiciels 3D autres et qu'on veut le réutiliser dans OpenSCAD où il va faire ce genre de forme. Grosso modo, il a fourni la liste des coordonnées de points et relier ces points avec des triangles dans des faces. Ouais, voilà. J'enregistre ça, je vais fermer. Et maintenant, nous allons parler... Quelle transition? Des transformations. Ah, j'ai un peu vite. Des transformations. Parce que c'est bien joli d'avoir un cube, une sphère, un cylindre, tout ça, il faut pouvoir les modifier. Donc ça se fait de la façon suivante. On met devant la primitive et ses paramètres un attribut et ses paramètres, comme un adjectif. Et on peut en mettre plusieurs attributs. Donc les transformations, les attributs de transformation, nous en avons plusieurs. Ici, on va parler de la translation, de la rotation, de l'échelle et du redimensionnement. L'échelle et le redimensionnement, c'est pas la même chose. On va voir les exemples. Alors, j'ai bien sûr un fichier qui est tout prêt. Le voilà. Le premier, hop, je pars de mon cube, qui est à l'origine 0,0 là. Je vais faire une translate. Je vais faire un translate de 10 en coordonnées x, 0 en y et 0 en z. Paf, vous voyez, automatiquement, il est décalé ici. On est à 10. Il va jusqu'à 20 puisqu'il fait une taille de 10. Je peux aussi faire une rotation. Voilà. Il a été toujours par rapport à cette origine-là. Hein. Bien sûr. Hein, si vous faites un center égale true, il l'a fait par rapport à son centre, tout simplement. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est ici, j'ai deux cubes. J'ai pas la même chose, pourtant, vous voyez, j'ai une translation dans les deux cas et une rotation aussi dans les deux cas, la même rotation. Simplement, elles ne sont pas dans le même ordre. Ben oui, l'ordre d'application des transformations, c'est des mathématiques, hein, c'est de la géométrie, ça joue. Hein. Si je fais... alors, je ne sais plus si j'ai le droit de faire ça, est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Ok. Hop, comme on n'a pas encore vu les outils pour ça, je vais faire ceci. Ici, j'ai un cube. Je l'ai fait une rotation de 45 degrés d'abord par rapport à l'axe Z, par rapport à l'axe Y, pardon. Et ensuite, je le déplace. Donc, j'ai fait par rapport à ici. Je le déplace là, de 10. Hop, et il dépasse 20 forcément, puisque la diagonale est plus grande. Hein. Hein, on a 10 ici, donc on a 10 au carré plus 10 au carré, racine carrée de ça. Hein. Ici, si je fais le contraire, je fais d'abord une translation, et ensuite je fais une rotation. Mais la rotation, elle se fait par rapport à quoi? Elle ne va pas se faire par rapport à ici, la base, comme tout à l'heure, elle se fait par rapport à l'origine des axes, tout le temps. C'est pour ça que là, ça donnait cette impression fausse au début, que c'était par rapport au coin. Non, non, c'est bien par rapport à l'origine des axes. Donc, j'ai pas la même chose quand je fais les deux opérations. Alors, opération suivante. On va faire un scale. Donc, je vous reprends mon cube, donc une échelle, hein, et j'ajoute un scale de 2. Comme vous pouvez l'imaginer, ça va faire un cube de 20 sur 20 sur 20. Maintenant, je vais faire un scale de 0,5, la moitié. Bah ouais, j'ai divisé par 2 sa taille. Donc, j'ai un cube de 5 sur 5 sur 5. Maintenant, je vais faire un scale, mais je vais fournir les dimensions en X, Y et Z. Donc, je vais faire un truc qui n'est pas uniforme.
puisque jusque maintenant c'était uniforme. On va faire 0,5 en x, 2 en, donc on divise par 2 en x, on multiplie par 2 en y, et on garde la taille en z. Ah, j'ai fait sur une sphère aussi. Attendez, on va d'abord regarder sur un cube. Alors, je suis en majuscule, je sais pas pourquoi. Ça va y arriver, hein. Hop, cube, voilà. Voilà, donc effectivement, 5 en x, doublé en y, et de la même taille en z. Alors, je vous le fais quand même sur une sphère, histoire de changer un petit peu du cube. Voilà. Il l'a fait par rapport au centre, bien sûr, puisque la sphère est centrée par défaut. Je ne vous avais pas montré ça tout à l'heure, enfin, j'avais pas fait la remarque, mais la sphère, elle est centrée par défaut, puisqu'il n'y a pas de coin. Alors maintenant, on va utiliser le resize. Le resize, c'est très différent du scale. Je vais vous le montrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ça pour qu'on voit bien. Hein, donc, je vais faire un translate de 10, 0, 0. Voilà. Oh, peut-être un peu plus, parce que sinon, on va rien voir. Voilà. Et ici, je reprends ma sphère de 10, mais je fais un resize des mêmes coordonnées. 0, 5, 2, 1. Ben, j'ai rien. Si, regardez ici. Elle est toute petite. En fait, je viens de lui dire, il faut que tu adaptes la sphère pour qu'elle fasse au maximum 0,5 en x, 2 en y et 1 en z. Donc ce n'est pas par rapport à sa taille d'origine. Ça, c'est la taille finale. Je veux que ça fasse cette taille-là. Et donc évidemment, après c'est l'objet, peu importe l'objet, hein, ça marche aussi pour un cube ou autre. Hein. Hop, alors je vais remettre ça comme c'était. Parce que je vais me tromper, je dois refaire l'enregistrement derrière, donc autant que ce soit prêt. Voilà. Et on revient sur le PowerPoint. Ça, c'était les transformations. Maintenant, on va regarder les outils. C'est une espèce de parenthèse. C'est quelque chose qui va permettre de s'y retrouver plus facilement après, surtout quand il y aura plusieurs objets. Parce que la scène peut vite devenir très fouillie, comme sur n'importe quel logiciel 3D. Et les solutions, bah, c'est toujours les mêmes. C'est soit on met de la couleur déjà, pour repérer les éléments un par rapport à l'autre. On va utiliser de la transparence pour voir ce qui se passe derrière. Et avoir un truc qui soit plus sympa. Et également des outils de débugage qui vont faire le même genre d'opération, mais de façon temporaire. Hein. On va voir ça. Donc pareil, j'ai un petit fichier d'outils, ici. Voilà, alors déjà vous voyez une couleur. Hein. Je vais le supprimer pour le faire proprement quand même. Hein. F5, voilà. Je lui mets simplement color avec la couleur, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis en majuscule ici, et je le passe ici en rouge. Je le combine avec d'autres attributs. Voilà. Hein, je laisse l'autre pour qu'on voit bien. Hein. J'ai mon cube qui est déplacé, qui a une translation, une rotation, une couleur, et puis bien sûr sa taille d'origine de 10. Alors ici, je vous montre qu'on peut mettre les nuances rouge, vert, bleu. Hein, donc là, un orange, puisque j'ai... Alors, c'est pas de 0 à 255 comme souvent, ou 0 à FF en hexa, c'est d'un pourcentage. Donc de 0 à 1. Donc 1, ça veut dire full rouge, 0,5 la moitié du vert, et 0 de bleu, donc un orange. Hein, si je mets un 1 ici, on va se manger un jaune. Voilà. Petite parenthèse, je peux également rajouter un coefficient de transparence. Voilà, ici j'ai un joli cube transparent. Ce qui est plus pratique bien sûr quand on fonctionne avec, alors je vais le remettre, hein, avec plusieurs éléments quand on veut les voir. Par exemple, je vais reprendre mes deux cubes de début et je vais mettre une transparence 0,5. Alors pareil, hein, c'est de 0 à 1. Et voilà, ici on voit bien le cube transparent qui permet de voir ce qu'il y a derrière. Alors, ce cube ici, il sert à rien, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Voilà. Alors, ici, je vous ai créé un modèle avec 3 cubes. Et on va essayer de voir un peu mieux. Bon, là, on voit quand même relativement bien. Bon, je peux mettre des couleurs pour chacun. Mais là, c'est pas l'objet. Le but, c'est que mon design, il est comme ça. Je ne vais pas mettre de la couleur partout non plus. Ça, c'est un ensemble. Et je veux pouvoir m'y repérer à l'intérieur. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser une primitive, ici, sur le premier cube, qui est dièse.
Ça me permet de débugger, grosso modo. Ça me le met en transparent et en rouge, comme ça la pièce elle ressort tout de suite, je la vois et c'est très pratique. Je peux la mettre sur un objet qui est combiné, hein. Ici, voilà, hein, j'ai une translation devant, mais je peux mettre le dièse. En fait, en réalité, je peux le mettre devant, hein, devant la ligne. Ça s'applique pour toute attribut. Et c'est pas collé. Ici, je peux mettre un espace, ça fonctionne toujours. Hein, je mets en dessous qu'on voit bien le changement. Hop, voilà. Hein. Il existe d'autres... Alors, on peut en mettre deux à la fois, hein. Il n'y a rien qui empêche d'avoir ces deux-là, par exemple, là. Il existe d'autres combinaisons intéressantes. On a le pourcent, par exemple, qui va faire la même chose, mais d'une autre couleur. Donc, si on veut en voir deux en même temps, voilà, là, on l'a en gris. Et on a aussi le point d'exclamation, qui est très bien, qui me permet de dire, je veux voir que celui-là. Temporairement, je veux voir cet objet. Donc, pareil, pour débugger, pour mettre en place, c'est très pratique. Et le contraire, on a aussi. Le contraire, c'est étoile. Je cache cet objet-là, donc tout le reste s'affiche normalement, et j'ai décidé de masquer celui-là temporairement. Voilà. C'était les outils. Je vous les récapitule. L'étoile qui sert à masquer, le point d'exclamation qui sert à masquer tout sauf celui-là, le dièse qui sert à mettre en évidence, donc c'est-à-dire qui nous permet de mettre en rouge transparent, et le pourcentage qui sert à mettre en transparent et en gris. Donc lui, il n'est pas en évidence, il est plus estompé. Les transformations. La suite, on va voir les opérations booléennes. Et ce sera le dernier morceau pour cette vidéo aussi. La suite, ce sera dans une autre vidéo. Donc les opérations booléennes, ça consiste à combiner différentes primitives entre elles, hein, différentes formes 3D, pour construire des objets plus complexes. C'est la base de ce qu'on a dans ce type de logiciel. Donc comment ça se passe? Ça se passe avec mon opération, donc différence, union et intersection, qui sont les opérations booléennes, on va voir leurs effets. Parenthèse, parenthèse, puisque c'est une primitive, et on ajoute des paramètres sous la forme de accolade. En fait, on ajoute un scope, comme en programmation procédurale, dans lequel on va mettre d'autres choses. Il faut mettre au moins deux primitives, parce qu'une seule primitive, ça sert à rien. L'union de quelque chose et rien, c'est quelque chose. La différence de quelque chose moins rien, c'est quelque chose. Et l'intersection de quelque chose avec rien, alors on pourrait dire que ça pourrait être rien. Mais en fait, là, ça va être... je pense qu'il va prendre l'objet tel quel. Faudrait essayer, j'ai jamais testé. Alors, on va voir ça. Il est ici. Allons-y. Alors, on va mettre ça en commentaire pour le moment. On va prendre un cube et une sphère. Avec une erreur, oui, ça. Voilà. Un cube et une sphère. Et je vais faire la différence entre les deux. Voilà, un trou. J'ai la différence entre les deux. Si je prends l'intersection, je vais avoir le contraire. Et si je prends l'union, ça ne donnera pas la force, hein. Ça va donner l'union. Voilà, alors ça c'est comme s'il n'y avait rien, on va me dire. Non, parce que là, en fait, les facettes qui sont entre deux, elles ont été supprimées. Hein. Je pense que si je vous fais... Alors, je vais essayer de vous le montrer. Je sais pas si on va le voir. Hein. Non, on le voit pas parce que... Je sais pas pourquoi on le voit pas, en fait. On devrait le voir, logiquement. Peut-être qu'il faut que j'en mette qu'un. Ouais. Voilà, oui, ouais, bon voilà. Donc effectivement ici on voit bien qu'il y a le cube et qu'il y a la sphère à l'intérieur avec toutes les facettes. Évidemment vous vous imaginez pour l'impression 3D c'est pas la peine ça, on va pas imprimer toutes les formes intermédiaires. Donc ici par contre si je prends mon union avec le petit dièse, alors il me le remet en transparent et on ne veut pas me le mettre en transparent, c'est étrange. Je vais essayer de le faire à la main. D'habitude ça marche, c'est bizarre. Voilà, regardez, voilà, ici on le voit, il y a plus ces primitives-là, par contre il y a encore celle du carré. C'est un peu bizarre. Je vous avoue que j'avais jamais été voir, mais en tout cas quand on l'exporte en STL, c'est bien supprimé, hein. On a bien correctement la bonne forme.
Oui, c'est parce qu'on n'est pas en rendu STL en fait, hein. Normalement, il y a un rendu, je ne l'ai pas montré, mais il y a un rendu ici, je fais F5 depuis le début, voilà, le rendu F6 qui fait un rendu final, dans lequel je ne sais pas si je peux mettre de la transparence, parce que c'est un rendu pour le final, je vais essayer, et il n'est pas transparent, il n'y a pas de transparence là-dedans. La transparence, c'est pour travailler. Tant pis. Hop. Alors, donc, bah voilà, union, intersection et différence. Alors, je vais remettre ici ma différence. Et on va voir une primitive plus amusante. Moins classique. La primitive HUL. Alors, je mets deux sphères, l'une à côté de l'autre. Et je vais utiliser une primitive. Il y a pas, vous avez remarqué que pour union, différence et intersection, il n'y a pas de paramètres. Là, c'est pareil. Le HUL, il n'y a pas de paramètres. C'est le nom de mathématicien, je pense. Hop, et vous récupérez ici quelque chose d'assez étrange. En fait, il est venu faire un cadeau, un paquet cadeau. Il est venu emballer l'objet. Hein, tendu. Hein, effectivement, ici, ça pourrait être flasque entre deux. Là, c'est tendu. Hein. Donc, c'est comme si c'était sous vide, en fait. Enfin, sous vide, sous cellophane, là, bien tendu, avec du papier, là. Voilà. Donc, c'est une fonction qui est extrêmement pratique. Je vous montre un autre exemple avant de vous parler plus de l'utilité. Alors, ce qui est pénible sur celui-là, c'est qu'il n'y a pas de truc pour mettre en commentaire ou des commentaires rapidement. Alors, j'ai pris une sphère, mes deux sphères, et j'ai rajouté un cube, qui est ici sur le côté. Donc, c'est les deux mêmes sphères, et j'ai un cube en plus. Donc ici, qu'est-ce qui se passe si je fais le HUL? Et bien, il a fait la même chose, il a emballé. Et là, j'obtiens une forme très bizarre. Sauf que vous imaginez que là, par exemple, je peux m'en servir comme d'un manche ou d'un trépied. Hein. J'aurais fallu que je centre un peu plus le cube. Mais vous commencez à voir l'utilité, c'est qu'on a des formes qui sont plus organiques, moins rugueuses, moins en arête et en angle, moins en coup des genoux, comme on dirait, qui permet déjà d'être plus joli. Et puis surtout, quand on doit le saisir, quand c'est quelque chose qui a manipulé, c'est beaucoup plus agréable. Donc ça permet de réaliser des formes en faisant une espèce de squelette. On fait un squelette et puis hop, on lisse en faisant l'enveloppe tout autour. Il y a bien sûr des façons de jouer dessus. Hein. Alors pas sur les paramètres, hein, ici, c'est pas les paramètres ici. C'est selon le positionnement, tout ça. Bon, je vais pas vous le montrer cette fois-ci, c'est pas non plus le but, hein, on reste en mode débutant là. Hop. Mais en tout cas, ça me permet de vous montrer, et vous pouvez jouer avec, c'est assez rigolo. Et on arrive tout de suite à faire des formes qui sont très sympas. Voilà. Alors, je ferme mon fichier d'exemple, et alors, transformation de HUL, on vient de la voir. Et les dernières transformations, c'est les miroirs, les matrices, et Minkowski, qui est également un mathématicien, qu'on ne verra pas. Hein, j'en parle juste, vous les verrez dans la doc. Un miroir, c'est pour faire de la symétrie. La matrice, c'est assez compliqué, c'est pour appliquer une matrice de transformation. Donc là, ça devient mathématique. Évidemment, c'est pas fait dans ce cours-là. Et la Minkowski, c'est utile moins souvent et c'est un peu plus compliqué à comprendre. En fait, on va faire suivre un chemin 3D à un objet 3D. Donc on va prendre par exemple un cube, on va dire un parallépipède rectangle, et on va faire suivre son contour par une sphère, ce qui va nous donner un parallépipède avec des coins arrondis. C'est déjà plus rare à utiliser, hein. Surtout qu'il suffit, pour l'exemple précédent, il suffit de mettre 4 sphères et de faire le HUL, hein. Ça marche aussi. Hein. Donc on ne les verra pas dans ce cours-là. Voilà. Je crois que après, on passe dans la partie programmation. Voilà. Donc, ce sera pour le cours suivant. Donc, avant de terminer, je vais vous rappeler, si vous avez aimé la vidéo, de penser à mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, éventuellement de mettre la cloche de notification, et partager dans vos réseaux sociaux la vidéo. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, puisque pour moi, là, c'est le soir. Et à la prochaine fois.